Saviez-vous que notre système digestif possède son propre système nerveux, composé de plus de 100 millions de neurones? Comprendre le fonctionnement de notre système intestinal peut paraître indigeste, mais en y allant par étapes, il sera beaucoup plus facile de comprendre l'intérieur de votre organisme. Bienvenue à tous dans Questions de santé. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir deux de nos diplômés de la faculté de médecine, Valérie Marcil et Dr Bertrand Routy. Bonjour à tous les deux et bienvenue à Questions de santé. Bonjour. Bertrand, vous êtes diplômé de la faculté de médecine depuis 2009. Vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie et d'oncomicrobiome du CRCHUM, également professeur adjoint clinique au département de médecine. Grâce à vos recherches, vous avez pu prouver que le microbiote avait un impact sur la réponse des patients au traitement anticancéreux. Depuis votre arrivée au CRCHUM, vous et votre équipe redoublez d'efforts pour intéresser les chercheurs et le grand public au microbiote. Bertrand, en tant que scientifique, pourriez-vous nous expliquer simplement qu'est-ce que le microbiote et ses caractéristiques? Oui, bonjour, merci de cette invitation et de porter autant d'affection et d'intérêt au microbiome, puisque moi j'en ai entendu parler pour la première fois qu'en 2014, et pendant toutes mes études de médecine, jamais personne m'en a parlé, inclusivement à l'Université de Montréal. Mais vous allez voir aujourd'hui que depuis 2014-2015, les choses ont beaucoup changé, au moins dans le monde de la médecine et de l'oncologie. Donc, le microbiome, c'est donc, il ne faut pas oublier que nous sommes couverts de bactéries sur notre peau, mais surtout dans notre tube digestif. Et on a plus de bactéries que de cellules normales. Donc, il y a 10 exposant 13 bactéries dans notre tube digestif. Et ces bonnes bactéries, puisque aussi, encore une fois, et à cause de la médecine et probablement à cause de Pasteur, où on a découvert des bactéries qui sont pathogènes, donc qui entraînent des infections, qui sont mauvaises pour vous, les gens et les médecins ont toujours eu cette idée que bactéries égale mauvais. Mais grâce aux nouvelles techniques de séquençage, aux expériences qu'on fait dans les souris axéniques, les souris bulles dont on parlera plus tard, il y a vraiment une révolution dans les 5 dernières années sur ces bonnes bactéries qui nous veulent du bien. Donc, qu'est-ce qu'elles font, ces bonnes bactéries dans votre tube digestif? Elles ont plusieurs fonctions. Donc, elles modifient les productions de vitamines, de métabolites qui vous aident à digérer. Elles vous protègent contre les infections, dont le Clostridium difficile. Et un rôle qui est probablement maintenant nouveau et probablement le plus important, c'est l'évolution et la modification de la réponse immunitaire. Et donc, probablement, toutes les bactéries influencent la réponse immunitaire. Et c'est pour cela que ce microbiome, quand il est anormal, qu'on appelle dysbiotique, entraîne des anomalies dans votre système immunitaire qui pourraient entraîner des maladies. Merci Bertrand. Maintenant, je voudrais présenter donc Valérie. Valérie, vous êtes diplômée de la faculté de médecine, plus particulièrement en nutrition depuis 2008. Vous êtes professeure agrégée au département de nutrition de l'Université de Montréal et chercheuse au centre de recherche du CHU Sainte-Justine depuis 2014. En tant que chercheuse en nutrition, vos intérêts de recherche portent principalement sur les aspects métaboliques des maladies complexes, les processus inflammatoires et oxydants de certains aliments, ainsi que le rôle de la nutrition et du microbiote en lien avec ce que nous mangeons et les maladies, le développement de certaines maladies. Valérie, selon vous, quels seraient les aliments à privilégier pour favoriser un bon microbiote? Bien d'abord, merci beaucoup pour cette invitation. Ça me fait plaisir de venir parler du fabuleux sujet du microbiote intestinal aujourd'hui. Je vais commencer tout de suite. C'est sûr que le microbiote intestinal, les bactéries se trouvent principalement au niveau du gros intestin. Et la digestion et l'absorption de la grande partie des aliments se fait au niveau de l'estomac et du petit intestin. Donc, pour nourrir nos bactéries dans le gros intestin, c'est fait avec les composantes qui sont résistantes à la digestion. Et ça, qu'est-ce que c'est principalement? Ce sont les fibres alimentaires. Donc, c'est sûr que si on se nourrit d'aliments qui contiennent beaucoup de fibres alimentaires, là, je parle des légumes et des fruits, des
des glucides complexes et aussi les aliments, par exemple, qui contiennent des protéines végétales comme les légumineuses, etc. Il y a beaucoup de ces composants qui vont résister à la digestion et dans le gros intestin, ils vont pouvoir nourrir les bonnes bactéries. Donc, c'est souvent une stratégie efficace pour bien nourrir les bactéries de son gros intestin. Donc, les légumes et les fruits, les glucides complexes, donc les produits céréaliers à grains entiers, etc. Oui. Donc, les recommandations générales, en général, ça, pour une bonne alimentation, ça promeut aussi un bon microbiote intestinal. Merci beaucoup. Maintenant, une question pour vous, Bertrand. Bertrand, on dit souvent que notre cerveau et notre estomac sont interconnectés. Pensez-vous que nos émotions peuvent avoir un impact concret sur notre microbiote et notre santé digestive? Personnellement, moi, je pense pas grand-chose. Déjà, je regarde ce que les autres écrivent. Et encore une fois, là, le cerveau, c'est pas mon expertise. Mais ce que je lis un petit peu les derniers papiers sur le microbiome, donc je pense que c'est le contraire, en fait. C'est probablement le microbiome qui va dicter ce qui se passe dans le cerveau. Et qu'il y a plusieurs belles études et on collabore ici avec Catherine Larochelle en neurologie sur le lien entre le microbiome et la sclérose en plaques. Il y a eu des très beaux papiers de l'Université de Montréal sur le lien entre le microbiome et la maladie de Parkinson. Donc, pour tout ce qui est des maladies plus physiologiques ou qu'on connaît mieux, il y a de plus en plus de liens, d'associations. Et c'est sûr que c'est un monde qui est en train d'exploser entre sclérose en plaques, Parkinson, Alzheimer. Ce qui est maintenant nouveau, et encore une fois, les publications sont plus faibles, c'est tout ce qui est les maladies de plus psychologiques, l'humeur, la dépression. Et c'est sûr que si, de façon intéressante, vous regardez le microbiome de 100 personnes déprimées par rapport à 100 personnes moins déprimées, ils auront des différences. Donc, est-ce que ces différences sont juste des aléas statistiques ou il y a vraiment une influence sur le microbiome et sur notre cerveau? Donc, je pense que on est au balbutiement et que oui, mon hypothèse serait de dire que probablement il y a un lien où c'est un des facteurs qui entraîne l'humeur. Donc, c'est sûr que peut-être les gens qui sont déprimés n'ont pas des bactéries. Il y a peut-être d'autres facteurs aussi, des facteurs génétiques et le microbiome n'est pas la solution à tous les problèmes et ne règle pas 100% des problèmes. Mais les preuves actuellement, en 2020, sembleraient dire que même les maladies pas des maladies, mais l'humeur ou la dépression, l'anxiété, le stress sont associés pour le moment à certaines bactéries. Mais il est encore trop tôt ou des études sont en cours pour dire que si vous avez la bactérie A, vous allez être déprimé, la bactérie B, vous allez être déprimé. Et aussi dans l'introduction, je vous ai dit, j'ai juste parlé du mot bactérie. Mais ce qui est aussi, il faut réaliser, c'est que le microbiome, il y a les archées, les champignons, et aussi il y a 50% des choses qu'on ne connaît pas. Et d'où l'importance de faire de la culturomique, parce que quand vous analysez le microbiome d'un patient, donc on fait des techniques de séquençage, du CESS ou de la métagénomique, le bioinformaticien va mettre 50% des séquences à la poubelle parce que c'est pas reconnu comme étant une bactérie. Et donc, il y a tout un gros travail que mon équipe fait, que le grand professeur Didier Raoult a commencé il y a une dizaine d'années, sur cultiver ces nouvelles bactéries pour découvrir de nouvelles bactéries et potentiellement leur rôle sur les maladies. Merci beaucoup. Valérie, en tant que nutritionniste, que pensez-vous de la consommation de probiotiques? Devrions-nous en prendre régulièrement? Et si oui, à quelle fréquence? Bon, la question qui tue. Bon, juste pour clarifier, les probiotiques, ce sont des composés, en fait, ce sont des bactéries, des bonnes bactéries qu'on va donner dans des boissons, des yogourts, dans des capsules. Donc, on va donner directement les bactéries. On peut différencier des prébiotiques qui sont souvent des aliments qui sont résistants ou des composés des aliments qui sont résistants justement à la digestion et qui vont aller se rendre au côlon pour aller nourrir les bonnes bactéries. Donc, pour ce qui est des probiotiques, on peut en acheter à la pharmacie. Il y en a beaucoup sur les tablettes. Il y en a différentes sortes. Il y a certaines études, dans certains cas, dans certaines maladies, des petites études qui ont montré des effets bénéfiques dans certaines populations pour des problèmes en particulier. On pense au côlon irritable, on pense à l'acide difficile, pour prévenir de l'acide difficile après la consommation d'antibiotiques.
Par contre, en général, il n'est pas encore possible de déterminer, de donner une recommandation pour dire tel patient, telle personne va bénéficier d'une supplémentation en probiotiques. Cela parce qu'on ne sait pas encore vraiment c'est quoi un microbiote en santé. Donc, on n'est pas non plus en mesure de caractériser le microbiote de chacun et d'aller ce qui fait à une personne ne fera peut-être pas à une autre personne. Donc, écoutez, il n'y a pas de grands risques. Là, en général, les effets secondaires sont pas grands. S'il y en a, généralement, il n'y en a pas. Donc, c'est de l'essai-erreur pour la personne si elle décide d'en prendre, mais de manière générale, on ne peut pas recommander en disant qu'il y a des études qui vont montrer un bienfait là, pour la population en général. Merci. Maintenant, j'aurais une question peut-être pour vous deux. On assiste actuellement à une émergence donc de différents modes de diète et particulièrement les diètes cétogènes ou autres diètes à la mode. Est-ce que c'est vraiment bon pour notre microbiote? Est-ce que Valérie veut commencer ou... Tu peux commencer, je vais terminer. Donc, je pense qu'il est important, c'est aussi pour dire que la médecine moderne ou entre guillemets doit absolument s'intéresser à ce qu'on qualifiait de médecine alternative, douce ou produits complémentaires. Et c'est notre devoir de nous y intéresser parce que peut-être ces médecines alternatives étaient fondées. Bon, ce ne sont pas beaucoup de sciences, mais il y a peut-être des choses qui fonctionnent pour de vrai et qu'il faut le tester de façon rigoureuse pour en avoir la certitude. Donc, actuellement, et comme l'a dit Valérie, il n'y a aucune preuve, en oncologie en tout cas, que les probiotiques, prébiotiques font du bien. Il y a même des preuves ou des études préliminaires qui diraient que ça aggrave les choses et diminue l'espérance de vie des patients. Et toutefois, mais pour montrer notre intérêt, nous, ici au CHUM, on a une étude clinique où on teste des capsules de sel qu'on donne à nos patients qui ont des mélanomes et on espère ouvrir 2 études d'ici en début d'année prochaine sur des probiotiques, donc des capsules de bactéries et des capsules de prébiotiques aux patients qui ont des cancers qui sont traités par immunothérapie. Donc, l'intérêt est grand, scientifique, pour ces nouveaux produits. Pour ce qui est de la nutrition, donc encore une fois, je pense qu'il faut s'y attarder, je pense qu'il faut l'analyser, mais en 2020, selon moi, il est trop tôt pour conseiller une diète cétogène, une diète paléolithique, une diète juste en McDonald's, parce qu'on n'a aucune preuve, à part vous dire qu'il faut manger sainement et suivre les recommandations de Santé Canada et de Nutrition Canada. Notre laboratoire s'intéresse à la diète et si vous avez un cancer, vous venez au CHUM, un cancer du poumon, on va vous faire un questionnaire alimentaire et nos résultats préliminaires montreraient que ceux qui mangent plus de fibres répondent mieux à l'immunothérapie. Donc, on est en train de valider ça dans une deuxième série de patients et on espère avec l'aide de Valérie, on va pouvoir diriger nos patients d'ici 1 an ou 2 en leur disant, ben voilà, on va regarder votre microbiome avant d'être traité pour un cancer. Je dirais jamais qu'il y a des bons ou des mauvais aliments. Je pense que l'important, c'est vraiment, c'est pas qu'une fois de temps en temps, on mange des aliments riches en gras ou riches en sucre. L'important, c'est la majeure partie des aliments qu'on apporte à son corps en général, là, puis au microbiote intestinal. Donc, vraiment d'y aller avec des façons qui sont soutenables. Donc, plus promouvoir les aliments classiques. Ce qui est déjà connu, il n'y a pas de révélation, comme dit Bertrand. Ce qui est déjà connu, bon pour les autres facteurs de risque, entre autres cardiovasculaires, c'est aussi bon pour le microbiote intestinal. Mais ce qu'on peut peut-être rajouter, et nous on pousse beaucoup pour protéger son microbiome, donc pas forcément pour l'améliorer, mais pour le protéger contre les méchants. Donc c'est qui les méchants? C'est les antibiotiques. Donc nous en oncologie, c'est clair que la prise d'antibiotiques diminue l'efficacité de l'immunothérapie. Des grandes études, la suédoise montrerait que même des prises régulières d'antibiotiques pourraient augmenter le cancer du sein. Mon grand collègue à Paris, Harry Sokol, vient de montrer que les antibiotiques augmentent le risque de la maladie de Crohn. Donc, nous, pour le moment, on veut dire aux gens qu'il faut protéger leur microbiome. Mais encore une fois, il faut faire attention. Les antibiotiques, si votre médecin vous les prescrit, c'est qu'il pense, ou au moins assurez-vous qu'il pense ou il est sûr que vous ayez une infection. Et les antibiotiques sauvent des vies. Donc, on ne veut surtout pas que les gens
à cause de moi, disent « Ah ben, j'ai une grosse infection, mon médecin m'a dit des antibiotiques, mais Ruti m'a dit que c'était pas bon pour mon microbiome, vous allez mourir de votre infection. » Mais donc, c'est si vous prenez des antibiotiques, prenez-les pour des bonnes raisons et pas « Ah ben, j'ai une petite toux, je veux me sentir mieux, j'ai un peu mal à la gorge, j'ai pas fait mon test strep, je prends des antibiotiques. » Ça, c'est ce qu'on veut surtout pas faire. Et après, il y a la théorie de l'hygiène. Donc là, en période de Covid, c'est dur de vous parler de théorie de l'hygiène parce qu'il faut se laver les mains plus que jamais. Mais il y a cette théorie de l'hygiène qui montre que les pays développés, le microbiome, la diversité, puis on sait que la diversité, c'est un bon marqueur pour tout, pour l'obésité, le cancer, le diabète. Donc avoir beaucoup de bactéries, c'est une bonne chose. Et on sait que dans les pays développés, la diversité est très, très faible. Parce qu'on se lave énormément les mains, les aliments sont peut-être nourris par des antibiotiques, on prend des bains matin, midi et soir. Et donc ça, et c'est la théorie de Bach, ça a augmenté les maladies auto-immunes. Et comme je disais à Valérie avant de monter sur scène, je ne sais pas si on peut appeler ça des scènes Zoom, mais que je serais très intéressée de voir en pédiatrie, dans 5 à 10 ans, l'incidence de toutes les maladies auto-immunes secondaires au Covid. Et mes 2 enfants, maintenant, ils font mieux que moi. Ils ont un réflexe de se laver les mains dès qu'ils rentrent dans un magasin, à l'école, tout ça. Et ça va être très intéressant de voir l'impact du Covid sur le microbiome à long terme, sur la théorie de l'hygiène à long terme. Merci beaucoup. Valérie, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter de votre côté ou? Non, là, si je repasse à la question, c'est sûr que c'est plate quand on me demande quoi manger, est-ce que je dois prendre ça? On en revient toujours aux mêmes recommandations. Puis on en revient toujours au même concept qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments, mais c'est vraiment la santé globale. Et vous voyez, même l'exercice physique, il y a certaines études qui ont montré qu'il y avait un impact sur le microbiote intestinal. Bon, est-ce que c'est des associations? Est-ce que c'est cause-effet? Est-ce que c'est une conséquence? On le sait pas. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à être fait, là, surtout en nutrition, mais l'approche nutrition, microbiote intestinal, donc vraiment aller moduler ces bactéries avec ce qu'on mange. Je pense que c'est une approche d'avenir, mais qui nécessite encore beaucoup d'études avant qu'on donne des réponses, des recommandations autres que celles générales pour la population en général. Merci beaucoup. Donc maintenant, si vous le voulez bien, nous allons nous tourner donc vers les questions qui nous ont été soumises par les gens qui nous suivent aujourd'hui. Donc, la première question que j'aimerais vous poser, elle concerne les probiotiques. Donc, que pensez-vous des probiotiques, des aliments versus des suppléments sur le microbiote et du coup, leur rôle sur notre immunité? Peut-être, tu pourras parler, Bertrand, du rôle sur l'immunité. Si je peux juste encore rappeler les probiotiques dans les aliments, c'est ce qu'on appelle, je ne sais pas s'il parle de prébiotiques, donc ce qui va être résistant à la digestion et va aller nourrir les bactéries, ou il y a des aliments qui contiennent des aliments fermentés, là, comme par exemple le kéfir ou le yogourt, qui contiennent naturellement des probiotiques, donc qui vont contenir des bactéries. Donc, il y a les deux aussi, il y a les probiotiques en capsule aussi. Cela étant dit, Bertrand, je ne sais pas si tu veux compléter. Alors, c'est une très bonne question et qu'on se pose cette question tous les jours. Le problème, c'est d'avoir des preuves scientifiques claires. Donc, c'est sûr que ça plaît à l'esprit de se dire que les probiotiques, c'est bon pour le microbiome. Ça plairait à toutes les compagnies de yaourts, de probiotiques que je vous dise ça aujourd'hui. Et en France, il y a eu le grand scandale de Actimel avec Danone, où donc Danone a donné un petit peu d'argent, là, on parle de 15 millions d'euros à l'Institut Pasteur. Et en échange de ça, il fallait que l'Institut Pasteur mette son logo et que le Actimel, qui était un yaourt du matin, c'était écrit Bifidobacterium pour augmenter l'efficacité du système immunitaire. Et ça a été commercialisé et pas grand monde ont rien dit, sauf une personne, le professeur Didier Raoult à Marseille, qui a écrit une lettre au ministre en disant « Écoutez, monsieur le ministre, c'est inacceptable que
une compagnie de yaourt et un logo de Pasteur sur son packaging et disent que ça augmente le système immunitaire quand il n'y a aucune preuve. Et donc, Danone a dû changer tout le packaging et ça n'existe plus, ce genre de statement des compagnies de yaourt. Donc, encore une fois, moi, je connais que l'oncologie. Actuellement, il n'y a aucune preuve que ça marche. La seule chose que je peux certifier, c'est que ça donne de l'argent aux pharmaciens ou à ceux qui vous le vendent. C'est la seule chose que je peux vous confirmer. La seule chose que je peux aussi dire, c'est que on y travaille très activement et on veut en donner aux patients, mais de façon scientifique, recommandée, régulée et de mieux comprendre. Donc ici, nous, nos petits animaux, on reçoit régulièrement. On en a un ou deux qui semblent marcher, augmenter l'efficacité de l'immunothérapie, mais avant de les commercialiser, il y a beaucoup de tests qu'on doit faire. Et donc voilà, donc on y travaille. Après, la grande question que nous, on nous pose souvent, c'est on a montré, comme je vous ai dit, que les antibiotiques diminuent l'efficacité de l'immunothérapie. Donc, et on sait, où certaines compagnies vous disent que si vous prenez des antibiotiques, vous diminuez la diversité. Donc, vite, reprenez des probiotiques pour réaugmenter votre diversité, votre microbiome. L'idée plaît à tout le monde. Mais on a un très bon ami à nous, Eran Segal, du Weizmann Institute. Il a fait un exercice. Il a pris 21 patients sains qui n'avaient pas de maladie. Il leur a donné des antibiotiques. Puis les 7 premiers, il n'a rien fait. Puis il a regardé le microbiome. Les 7 suivants, il a donné un probiotique qui était celui de son choix. Donc un probiotique mais assez standard, surtout des bifidobactériums. Et le 3e groupe, il a pris les selles des patients avant les antibiotiques. Il les a redonnés 7 jours après que les antibiotiques aient été complétés. Et de façon surprenante, le groupe de patients qui a pris le plus de temps à voir le microbiome initial pré-antibiotique, c'est le groupe de patients qui ont pris des probiotiques. Donc, encore une fois, une étude dans un grand papier Nature, bon, c'est pas rien, qui dirait que les probiotiques sont néfastes post-antibiotiques. Au MD Anderson, le plus grand centre d'oncologie au monde, Jennifer Wargo, qui est une de nos collaboratrices, a montré que chez les patients qui ont un mélanome métastatique, qui débutent de l'immunothérapie, ceux qui prennent des prébiotiques de façon personnelle meurent plus rapidement. Donc, avec ces 2 papiers dans des grands journaux, vous pouvez comprendre que pour moi, c'est difficile de vous dire que le pré ou probiotique sont bons en 2020. Il faut faire aussi attention, tu sais, les allégations, souvent, c'est basé par des preuves qui sont indirectes, comme disait Bertrand. On sait que le microbiote intestinal a un impact sur la réponse immunitaire, sur l'immunité, et on sait que les probiotiques peuvent moduler la composition, la diversité du microbiote intestinal. Mais là, ça nous prend des preuves. Ça a été fait dans des petites études dans certaines populations, certaines problématiques spécifiques, mais là, ça nous prend des études pour vraiment montrer ça. Est-ce que de prendre tel yogourt avec telle bactérie à l'intérieur va vraiment moduler l'immunité? Et si ça le fait, quel impact là, sur le profil clinique, sur le risque de maladie ou sur le développement d'une telle maladie, etc. Donc, ça, c'est pas encore fait. Donc, les preuves sont souvent indirectes ou faites sur les modèles animaux. Donc, voilà. Merci beaucoup. On a maintenant une question donc de la part de Chloé, qui nous demande est-ce que la cuisson des aliments peut affecter en fait l'apport en fibres sur le microbiote, et si oui, devrions-nous privilégier de manger des légumes et des fruits crus? Bon, c'est sûr que ça peut avoir un impact sur l'apport des fibres qui vont être résistantes à la digestion. Mais est-ce que vraiment ça privilégie? Écoutez, dans une alimentation équilibrée, vous allez manger un peu de légumes crus, un peu de cuits. J'ai pas d'indication scientifique pour vous dire non, maintenant, à partir de maintenant, il faut tout manger cru et ça va vraiment améliorer votre microbiote intestinal. Mangez ces aliments-là comme vous les aimez et optez pour la diversité. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner parce qu'il n'y a pas de preuve directe, encore une fois. Si en théorie, peut-être, dans certains cas, oui, dans certains cas, non. Et honnêtement, je pense pas que ça soit la direction dans laquelle il faut aller. Je pense pas qu'on va faire grand changement dans le microbiote intestinal ou à notre santé
manger une diversité d'aliments avec des modes de cuisson différents, cuisiner vous-même, peut-être des aliments frais, le moins ultra transformés possible. Tout à l'heure, on parlait des aliments ou des composés alimentaires qui étaient moins bons pour le microbiote intestinal. Bon, il y a certaines, et encore là, le niveau de preuve n'est pas super, mais il y a quand même certaines preuves qui ont démontré que, par exemple, certains édulcorants vont avoir un effet plus néfaste sur le microbiote intestinal, surtout dans les modèles animaux. Les émulsifiants aussi, donc des produits qui se trouvent dans les aliments ultra transformés. Donc, de manger frais, des aliments qui sont bons pour la santé, honnêtement, moi, qu'ils soient cuits ou qu'ils soient crus, mangez-les comme vous les aimez. Là, Merci. Donc, de ce qu'on comprend, il faut manger donc le moins transformé possible, le plus frais possible et le plus varié possible. Il y a une personne qui nous a soumis notre question qui s'illustre parfaitement dans les nouvelles tendances alimentaires. On assiste actuellement à une explosion, du manger bio. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur notre microbiome? Est-ce que Bertrand, tu veux répondre ou je me lance? Non, c'est plus nutritionniste. Moi, j'imagine que c'est bien, mais à part ça. Écoutez, justement, je m'attendais à ça. Je suis allée réviser la littérature juste pour ça. Il n'y a pas d'évidence qui va montrer que une alimentation de type biologique va être meilleure pour le microbiote intestinal. Il n'y a pas de raison de croire que ça va être néfaste non plus. Je pense que l'impact, de plus en plus, on sait que l'impact de l'alimentation biologique, c'est un impact sur des choix, sur la planète, sur une vision plus globale et durable de l'alimentation, peut-être plus que pour des raisons de santé là, comme telle. Donc, pas que, je veux dire, l'environnement, le développement durable, ça fait aussi partie de sa santé là, de manière plus holistique. Là. Donc, voilà, mais il n'y a pas de preuve directe là, que ça va améliorer le microbiote intestinal. Je pense que ce sont des choix qu'on fait en fonction du développement durable là, et de la planète. Ça peut être bio, ça peut être autre chose aussi là, sur lesquels on peut s'orienter. Merci. Une autre question qu'on nous pose, il y a quelqu'un qui nous demande à quelle vitesse notre microbiome peut-il changer? Ça, c'est en une semaine. Il y a un très beau papier où il prenait des gens qui avaient une alimentation diverse, puis il les faisait devenir végétariens, puis une semaine après, leur microbiome était complètement différent. Donc, c'est à peu près une semaine, puis même les gens peuvent le voir eux-mêmes quand ils vont, ou à l'époque, on avait le droit de prendre l'avion, si vous allez à Cuba et tout, vous sentez tout de suite que vos selles changent, et ça veut dire que votre microbiome a changé. Donc, c'est très rapide, mais il y a quand même une stabilité tout au long de la vie. Donc, les 2 premières années, c'est là où le microbiome se fabrique, c'est là où vous êtes exposé à des bactéries, donc c'est là où il faut vraiment, les enfants voient le plus de bactéries, ne prennent pas d'antibiotiques à moins qu'ils soient malades. Et de 2 à 65 ans, on dit que le microbiome est assez stable parce que vous aimez toujours la même chose, ou à moins d'avoir des changements drastiques dans votre vie, si vous décidez un jour d'aller vivre en Amazonie, dans une tribu, c'est sûr que là, ça va changer de façon très importante, mais peu de gens font ces choix de vie. Et on a toujours une vie à peu près identique, on mange à peu près toujours la même chose. Donc, pendant notre vie, le microbiome est stable et peut-être vers l'âge de 65 ans, le microbiome commence à changer, perd de diversité, mais des très beaux papiers sur les Italiens, les Japonais, les gens centenaires, là, montrent que certaines bactéries encore, comme l'Akkermansia mucinifila, sont augmentées chez gens qui vivent là plus de 100 ans. Donc, d'où l'importance de, si on veut faire des choix pour notre santé en général, ou si on veut penser au microbiote intestinal, mais qui soit durable. Parce que si on fait un régime pendant un mois, une fois qu'on arrête, ça va revenir à notre microbiote de base pour lequel on est programmé, là, si on veut. Donc, les modifications qu'on fait, dans la mesure du possible, là, quand elles sont positives, là, qu'elles soient durables le plus possible. Merci. On a une question qui nous est posée de la part de Chris Carrel. On nous demande, il y a des personnes qui aiment beaucoup prendre donc un smoothie pour débuter leur journée. Est-ce que le fait de blender, de mixer
ces fruits et légumes-là, est-ce que ça peut avoir justement un impact sur l'apport de nutriments essentiels à notre microbiome? Bon, écoutez, si je pense, par exemple, si on met des petits fruits, ce qui est résistant à la digestion, ça va être les petites écorces des petites graines, et ça sera pas ça sera pas d'effet là, dans le blender. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vraiment, je m'en tiens à dire qu'il n'y a pas ou de bonne façon de manger ce qu'on aime. Surtout en temps de pandémie, là, il faut se donner, être un peu bienveillant avec soi-même. Mais si c'est un bon déjeuner, il n'y a pas de problème. Oui, des fois, ça peut peut-être un petit peu modifier. Ça modifie pas le contenu, mais peut-être la digestibilité là, de certains. C'est comme la cuisson, là, les aliments deviennent plus ou moins digestibles, mais ça demeure qu'en grosse majorité, les fibres qui sont résistantes à la digestion là, vont demeurer résistantes et pourront être utilisées là, par les bactéries intestinales. Donc, vraiment, si vous aimez ça et ça vous fait plaisir et que vous mettez plein de bonnes choses là-dedans, je vois aucun problème. Je vous encourage à continuer. Merci Valérie. On a une personne qui nous dit avoir justement le syndrome du côlon irritable et elle se demande si ça pourrait avoir à ce moment-là donc un lien avec la santé de son microbiote. La réponse simple, oui. La réponse compliquée, c'est quoi faire, comment faire, et on n'a pas de réponse à la réponse compliquée. La seule chose, c'est que je suis content de vous dire que ici, les gastro-entérologues, finalement, et je le dis encore une fois, commencent à s'intéresser au microbiome, et on aimerait créer une infrastructure dédiée au microbiome pour l'étudier avec l'aide de nutritionnistes dans différentes maladies, non seulement dans le cancer, mais dans le côlon irritable, la maladie de Crohn, où là, c'est sûr que le microbiome a un rôle primordial, mais on a encore du mal à comprendre comment faire pour l'améliorer, quel prébiotique, probiotique, transplant fécal peut améliorer les choses. Donc voilà où on en est. Mais il y a un intérêt grandissant et à cette personne, dites-lui d'aller voir son gastro-entérologue et lui dites parlez-moi de microbiome, montrez-moi de l'intérêt sur le microbiome puisque c'est ça qui gouverne ma maladie. Et si encore là, il y a des petites études cliniques de certains probiotiques qui ont montré certains bénéfices, mais tu sais, d'autres études, non. Donc, je pense que ça dépend probablement de la composition du pré ou du probiotique. Ça va dépendre aussi. C'est individuel. Là, chaque personne ne répond probablement pas de la même façon en fonction de la composition de son microbiote intestinal. Mais le syndrome du côlon irritable, c'est peut-être un endroit où il y a quand même certaines évidences là, quand on parle de supplémentation de probiotiques, mais c'est sûr qu'il y a un lien. Est-ce que c'est une cause? Est-ce que c'est une conséquence? Probablement les deux, mais ça reste à voir. Merci. On a également une question par rapport au poids. Est-ce que le poids général, la masse corporelle donc d'une personne peut faire pencher la balance, si je peux utiliser l'expression? Là, c'est plutôt le microbiome qui fait pencher la balance vers le très gros ou très petit. Donc, on sait que les patients anorexiques ont, par exemple, 100 fois plus de bactéries qui s'appellent l'Akkermansia mucinifila que ce qu'il en faut. Et on sait, par exemple, que les obèses, eux, n'ont pas d'Akkermansia mucinifila. Et notre collègue Patrice Cani de Belgique, l'université de Louvain, fait une très belle étude et c'est le premier qui a fait l'étude la plus sérieuse, disons, en obésité, sur donner des capsules d'Akkermansia mucinifila à des gens obèses prédiabétiques et il y a eu une perte de poids publiée dans Nature Medicine, donc quand même un des très, très grands journaux. Donc, oui, puis il y a les belles histoires, après, est-ce que c'est des contes, c'est les maladies qui sont, disons, microbiome transmissibles. Donc, encore une fois, Brett Finlay de Vancouver a écrit un très beau papier là-dessus, un Science, sur la transmission des maladies, non pas par les gènes, non pas par les postillons comme le COVID, mais par le microbiome. Et est-ce que, disons, si une mère obèse,
souffle sur la cuillère de son fils, lèche un petit peu, lui donne, est-ce qu'elle lui transmettrait pas son obésité? Et ça, c'est encore controversé, mais de plus en plus, il y a des papiers qui montrent que le microbiome pourrait être transféré à quelqu'un d'autre, des membres de la famille, et peut-être des maladies pourraient être données. Puis ce qui est bien démontré aussi, c'est qu'il y a certains métabolites qui sont faits par les bactéries du microbiote intestinal. Il y a certains métabolites qui vont directement agir sur les centres de l'appétit. Donc, ils peuvent directement nous dire, agir au cerveau et nous communiquer, ben là, je n'ai plus faim, oui, j'ai encore faim, qui peut être un des mécanismes par lesquels on se trouve les fibres alimentaires vont augmenter notre niveau de satiété, mais ça peut être un mécanisme par lequel là, elles agissent. Donc, je pense que c'est un peu une roue qui tourne, là. La composition de notre microbiote intestinal, il y a un lien avec l'obésité, il y a aussi un lien avec nos signaux de satiété qui contribuent évidemment à prendre du poids, là. À manger plus, du moins. Merci. Maintenant, une question au niveau donc des ballonnements. On nous demande si les ballonnements peuvent être reliés à la santé du microbiote. Je vais répondre comme la dernière fois. Probablement. Est-ce qu'on comprend? Non. Donc, on n'a pas plus de preuves formelles. Et les ballonnements, ça fait un petit peu partie là, du côlon irritable, les critères de Rome 2. Donc, si vous regardez là sur Internet, Rome 2, côlon irritable. Puis, il y a des critères. Donc, des médecins se sont assis un jour. Puis, on dit ça, c'est les critères clés pour avoir la maladie du côlon irritable. Et ballonnement, changement, diarrhée, constipation font partie là, de ce spectre de maladies. Encore une fois, on parle côlon irritable, mais est-ce que c'est une maladie ou 100 maladies différentes? Ça aussi, on ne comprend pas. Merci. Peut-être une dernière question qui touche plus les futures mamans. On nous demande si il serait peut-être préférable à ce moment-là ou pas de privilégier donc l'allaitement au sein chez les nouveau-nés pour pouvoir donc avoir un microbiote donc le plus optimal possible et le plus sain possible. Ah, c'est une très très bonne question. Et donc déjà donc pour le nouveau-né, donc c'est sûr que l'accouchement par les voies naturelles est recommandé. Il y a des gros papiers là qui sortent, voire même si, et encore une fois, des fois des césariennes sont nécessaires. Est-ce que redonner le microbiome du vagin au bébé dans des tampons que le bébé après voit. Encore une fois, beaucoup d'études là-dessus, beaucoup d'études sur le boire par le sein. C'est sûr que les immunoglobulines, le microbiome en partie est donné au bébé, mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas être non plus de glace. Et oui, être nourri par le sein est encouragé, mais si la mère ou le bébé ne sont pas capables, là, il ne faut pas qu'ils se sentent mal. Et malheureusement, et je dis à Valérie qui travaille à Sainte-Justine, je trouve que malheureusement, si la mère n'est pas capable, ne peut pas allaiter, là, c'est comme si elle était devenue une méchante maman. Et ça, je pense qu'il faut faire attention à ce genre de message. C'est sûr que pour cette raison et pour d'autres, l'allaitement maternel est à privilégier lorsque c'est possible. Mais comme Bertrand disait tout à l'heure, la programmation, si on veut, du microbiote intestinal, c'est à peu près dans les 2 premières années de vie. Donc, si pour une raison quelconque, une raison ou une autre, la maman n'est pas capable, ne peut pas le faire, mais tu sais, faut pas non plus, ça peut non plus ne pas être dramatique, là. Je veux dire, il faut pas non plus en ajouter comme un autre facteur de stress là, dans tout ça. Et l'enfant va quand même avoir des moments, le temps pour s'approprier ou bâtir là, son propre microbiote intestinal. Donc, c'est sûr que oui, l'allaitement maternel est à privilégier pour plein de raisons, mais c'est pas toujours possible. Et dans la vie, on fait notre possible, finalement. On peut pas faire l'impossible. Merci beaucoup à tous les deux. Donc, c'est ce qui conclut donc le question de santé donc sur le microbiote d'aujourd'hui. Merci beaucoup Valérie Marcil, merci beaucoup Dr Bertrand Routy d'avoir été des nôtres aujourd'hui.
Je voudrais remercier aussi l'ensemble donc des personnes qui nous ont suivis à distance. J'espère que vous avez appris donc de nouvelles choses, puis que vous allez pouvoir prendre bien soin donc de votre microbiote. Merci infiniment. À très bientôt et surtout, restez en santé et prenez bien soin de vous.